Bonjour, bienvenue à Afrique Environnement Plus, bienvenue à Marseille, bienvenue au Congrès mondial de la nature organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, USN en sigle. Marseille, une ville ouverte au monde grâce à sa position stratégique du carrefour entre l'Europe et la Méditerranée, une ville au patrimoine naturel et culturel exceptionnel, a abrité du 3 au 11 septembre de cette année le Congrès mondial de la nature. La cérémonie d'ouverture avait eu lieu ici, dans la salle derrière moi, en présence du chef de l'État français Emmanuel Macron. Voilà qui fera l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour encore et tout de suite, ouvrons notre magazine. De retour sur ce plateau, vous suivez le magazine Afrique Environnement Plus. Tout le personnel de notre émission a fait le déplacement de Marseille pour couvrir l'événement de l'année, donc le Congrès mondial de la nature. Ce congrès, initialement prévu en juin 2020, n'a pas pu se tenir à cause, vous le savez, de la pandémie du coronavirus. L'événement a été ramené en septembre 2021, plus précisément du 3 au 11 septembre. Et ça s'est tenu ici même au Palais des Congrès de Marseille. Le Congrès mondial de la nature de l'USN est organisé tous les 4 ans. L'événement a rassemblé plus de 1400 organisations membres de l'USN composées des États, de la société civile, des peuples autochtones et bien entendu des journalistes. La cérémonie d'ouverture de ce congrès a été rehaussée de la présence du chef de l'État français Emmanuel Macron. Je vous propose de suivre, avant de rentrer dans les conclusions de ce congrès, la cérémonie d'ouverture. Bien entendu, les temps forts de la cérémonie d'ouverture du Congrès mondial de la nature.
Mesdames et messieurs, le congrès de l'UICN est l'occasion de mettre en parenthèse nos différences pour travailler de concert et instaurer une gouvernance environnementale vertueuse. L'UICN est l'une des plus anciennes et plus vastes organisations environnementales avec une vision claire. Un monde juste qui valorise et conserve la nature. Et une mission de taille, influer sur les sociétés du monde entier, les encourager et les aider pour qu'elles conservent l'intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable. Et qui mieux que le président de l'UICN pour en parler. Ladies and gentlemen, please, let's listen to the president of IUCN, Zhong Xingsheng. Nous montrerons aux générations futures qui nous jugeront. Les scientifiques disent que l'état de l'environnement et de l'écologie peut se dégrader en affectant toutes les formes de vie. Et c'est un signal fort qu'ils nous envoient. Il faut sauvegarder les bénéfices que nous apporte la nature et faire face aux risques, sinon nous en paierons le prix. Il nous faut donc nous doter des instruments nécessaires pour un avenir durable qui soit efficace lors de cette décennie. Nous devons corriger les déséquilibres et devons reconnaître la valeur de l'égalité de genre dans nos sociétés. Notre cadre pour la biodiversité post-2020 doit être universel, innovant et nous permettre de nous transformer. Il doit apporter aussi, il doit soutenir une relance économique qui respecte la nature, qui soit juste et inclusive. La tâche est immense, mais je reste optimiste. Je suis certain que des mesures importantes seront prises pour protéger la nature. Et ma confiance vient de l'engagement que je sens dans cette salle lors de ce congrès de la nature à Marseille avec le programme One Nature, One Future de l'UICN. La longue histoire organique, fraternelle, qui lie depuis 1948 les Nations Unies et l'UNESCO à l'UICN arrive aujourd'hui à un moment particulièrement critique. Parce que nous le savons, nous nous retrouvons dans un contexte d'alerte rouge. Alerte rouge, celle des incendies d'une grave gravité qui ravageait la plaine des Morts, ce joyau de biodiversité méditerranéenne. D'alerte rouge aussi, du Canada à la Sibérie, avec de sinistres records de température relevés cet été. Et aujourd'hui, en m'appuyant sur la plénitude du mandat de l'UNESCO, je voudrais souligner 3 enjeux essentiels pour enrayer cette régression. Le premier, nous le partageons tous ici, c'est de protéger 30% de la planète d'ici 2030. Nous avons déjà aujourd'hui des mécanismes pour ce faire. Nous savons ce qui marche, nous savons la résilience de la nature. Nous le voyons dans les réserves de biosphère de l'UNESCO, dans les géoparcs, dans les sites naturels du patrimoine mondial. Mais il faut aller plus loin. Et l'objectif que nous nous donnons à l'UNESCO, c'est de participer à cet effort mondial en doublant nos zones protégées d'ici 2030 et en les ciblant sur ces zones stratégiques de la biodiversité. Nous aiderons donc les États à prendre leurs responsabilités et en se saisissant de ces formidables outils pionniers que sont les conventions internationales pour le patrimoine mondial, notre programme pour l'homme et la biosphère, qui sont tous deux précurseurs puisque nous fêtons leurs 50 ans. Mais protéger 30% de la planète serait vain si nous n'œuvrons pas à réconcilier 100% de l'humanité avec la nature. Et c'est tout ce rapport avec le vivant qu'il faut profondément modifier. Et cette nouvelle éthique du vivant, elle se gagnera aussi, peut-être surtout, dans les mentalités. Et c'est tout le sens du deuxième engagement de l'UNESCO, celui qui est lié à l'éducation, pour renforcer considérablement la place de l'éducation à la nature dans les programmes scolaires. Nous partons de loin.
La biodiversité est mentionnée dans moins de 20% des programmes scolaires dans le monde, comme l'a établi notre rapport il y a quelques mois, Apprendre pour la planète. C'est pourquoi nous avons réuni en mai une conférence mondiale où 80 gouvernements se sont engagés à mettre d'ici 2025 l'éducation à la nature au cœur des programmes scolaires. Et le troisième enjeu se place pour moi à l'échelle plus globale des sociétés, parce que pour mieux protéger, il faut mieux comprendre par les sciences, par la recherche, et il faut mieux aussi diffuser ces connaissances par une culture scientifique véritablement partagée. C'est pourquoi nous avons besoin d'abord de plus de sciences et aussi de plus de femmes en sciences. C'est un autre des engagements historiques de l'UNESCO, pour que le consensus scientifique éclaire nos choix. Bienvenue, Monsieur Benoît Payan. Comme vous le savez, le dernier congrès de l'UICN s'est tenu à Hawaï en 2016. Et le gouverneur de Hawaï, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, souhaitait néanmoins partager quelques mots avec nous pour nous passer le relais. Écoutons-le. Aujourd'hui, je félicite et remercie le président Macron, le président de l'UICN, Zhang, le directeur général Obervier et les nombreuses personnes qui contribuent à la tenue d'un congrès en toute sécurité. Je souhaiterais sincèrement être des vôtres en personne pour cette occasion historique. Or, la pandémie m'a obligé à modifier mes plans. Mais de nombreux leaders de la conservation de la nature d'Hawaï sont à vos côtés. Ils se sont engagés à travailler ensemble pour relever nos défis environnementaux collectifs. Il dirige la mise en œuvre des engagements d'Hawaï que j'ai annoncés lors de la cérémonie d'ouverture de 2016. Cela inclut le plan de biosécurité interagence et les objectifs de conservation marine et terrestre 30-30. Je vous invite à rencontrer ces leaders au pavillon Hawaï Pacifique. Hawaï et les autres îles océaniques se trouvent en première ligne de la crise climatique. La culture de la conservation qui imprègne nos valeurs autochtones et notre relation avec l'environnement naturel sont une source d'inspiration et de progrès. Alors que le monde se réunit aujourd'hui à Marseille pour ouvrir le Congrès mondial de la nature de l'UICN, nous pouvons et nous devons déterminer le cap à suivre pour notre terre insulaire. Je vous souhaite bon vent pour votre congrès. Nous avons hâte de rentrer à Hawaï inspirés par de nouvelles idées et de nouveaux engagements qui nous aideront à mieux gérer notre patrimoine naturel et culturel. Au nom des Marseillaises et des Marseillais, mon plaisir et ma fierté de vous accueillir ici. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Monsieur le gouverneur d'Hawaï, cher David Ige, vous qui avez tant œuvré pour la préservation de nos océans et la protection de la biodiversité. Avec nos 57 kilomètres de littoral, nos îles, nos massifs et notre parc national à la fois terrestre, marin, insulaire et périurbain, Marseille déploie une biodiversité exceptionnelle. Ici, dans ces paysages somptueux, se cache une biodiversité incroyable de plusieurs milliers d'espèces, mais dont des centaines d'entre elles sont menacées. Acteurs associatifs, entrepreneurs, collectivités, gouvernements, organisations internationales, nous sommes convoqués à agir sur le défi majeur de notre temps, la protection de la nature, la protection du vivant. Les villes du monde sont en première ligne sur les questions de préservation de la biodiversité. L'indice général d'abondance des espèces méditerranéennes a décliné de 20% en 20 ans, et en particulier dans les écosystèmes aquatiques. Nous sommes devenus les gardiens d'un jardin qui se meurt. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous portons le projet de classer la rade de Marseille au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que Marseille, c'est encore malheureusement aujourd'hui des pics de pollution, des sols, de l'air, de l'eau insupportable. Ce sont des cours d'école pollués aux métaux lourds. Ce sont des bateaux de croisière qui saturent l'air, comme le feraient des millions de voitures.
C'est un projet de route absurde qui menace des jardins, des parcs et notre biodiversité, ici, à quelques centaines de mètres. Ces réalités, nous ne pouvons les accepter et il nous faut aujourd'hui, ensemble, les transformer. Marseille est à l'image des villes de notre monde, ville de l'adversité et des possibles, riche et pauvre, fragmentée et créative, parce que les plus pauvres sont les premiers touchés par les bouleversements climatiques. Nous pourrions égrener longtemps les fléaux meurtriers de cet été, des inondations de New York à celles de l'Inde ou de l'Allemagne, des incendies en Algérie, dans le Var, en Grèce ou en Sibérie. Personne ne sera épargné par le bouleversement climatique. Nous continuons d'attiser les flammes quand la disparition des terres cultivables rend la vie impossible et jette sur les routes des femmes, des hommes et des enfants. Nous continuons d'attiser les flammes quand notre tourisme contemple la fin de la banquise au pôle Nord, de catastrophes en écocide. L'hybris de notre humanité prédatrice a atteint ses propres limites. À l'image de cette génération qui se lève, il est temps que nous fassions preuve de courage. De Marseille à San Francisco, de Rio à Stockholm, ils sont conscients de la finitude de notre monde. Ils sont solidaires des réfugiés climatiques. Ils sont révoltés par les pollutions qui rendent l'air irrespirable et tuent. Face à la crise sanitaire que nous traversons, pour sauver des vies, des emplois, pour sauver l'économie, mon pays, la France, et à notre grande fierté, a choisi le quoi qu'il en coûte. Avec la dynamique fondatrice de ce congrès, le monde peut emprunter un nouveau chemin. Sur cette longue route, vous pourrez compter sur Marseille, vous pourrez compter sur les Marseillais. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'ambition et d'espoir que nous accueillons le Congrès mondial de la nature ici à Marseille. Bienvenue, bons travaux à toutes et à tous. Vous êtes chez vous à Marseille. Merci Benoît Payan de nous accueillir ici chez vous et pour cette démonstration des engagements de votre ville que nous suivrons avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la France est très active et très engagée lorsqu'il s'agit du changement climatique et de la protection de la biodiversité. La France a également été très active sur la scène internationale aux côtés de personnalités et d'acteurs clés qui s'engagent au quotidien à protéger l'environnement et préserver la biodiversité. Aujourd'hui, le président de la République française, qui nous fait l'honneur d'être ici, a explicitement souhaité saluer certains d'entre eux qui s'inscrivent activement dans cette démarche afin d'atteindre nos objectifs climat et biodiversité. Mesdames et messieurs, j'ai le privilège d'accueillir sur scène le président de la République ainsi que la ministre de la Transition écologique. Merci infiniment. Merci, monsieur le maire, pour votre accueil. Je vous en prie, asseyez-vous. Juste d'un mot, et je cède tout de suite la parole à madame la ministre, d'abord pour vous remercier toutes et tous d'être là dans cette session qui a précédé l'ouverture officielle du Congrès, mais remercier aussi les chefs d'État, de gouvernement, banquiers centraux, membres, vice-présidents de la Commission. Je remercie le président du Conseil, le Premier ministre grec qui est là, madame la directrice générale a parlé, le président Issoufou. Dans un instant, nous allons discuter. Je vais juste dire une chose toute simple. Pourquoi ce moment est important? Parce qu'il s'inscrit dans une dynamique et que cette année est importante. En fin d'année, nous avons Glasgow et une nouvelle COP sur le climat. Nous avons la COP biodiversité de Kunming qui va être séparée en 2 étapes, l'une en fin d'année, l'autre au printemps prochain. Et l'urgence, c'est de resynchroniser ces 2 agendas. C'est de réussir
à faire comprendre à tous que la bataille pour le climat, contre les dérèglements climatiques, est jumelle de la bataille pour préserver et restaurer la biodiversité. Et que l'une et l'autre se nourrissent. Nous avons du retard sur la biodiversité, on doit le rattraper. Je ne serai pas plus long, mais c'est pour moi le caractère vraiment vital de ce que nous sommes en train de décider. On doit donc bâtir de nouvelles méthodologies, on doit réussir à éveiller toutes les consciences, on doit mieux mesurer et on doit tracer des perspectives et une planification commune. Les questions les plus urgentes traitées au cours de ce congrès mondial de la nature ont été, entre autres, la conservation de la nature et sa mise en œuvre. Les conclusions et recommandations de ce congrès contribueront à la définition des objectifs pour la biodiversité à l'horizon 2030, a signifié le Premier ministre chinois lors de sa participation à la cérémonie d'ouverture de ce congrès. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. La Chine engage une transition verte dans son développement économique et social. Le taux de couverture forestière et le volume forestier du pays sont en augmentation depuis 30 ans consécutifs. Les types d'écosystèmes terrestres et les populations d'animaux sauvages prioritaires ont été protégés de manière efficace. La récente migration d'éléphants dans la province chinoise de Yunnan, qui a attiré une large attention, montre toute l'importance que nous accordons à la protection de la nature dans celle de la biodiversité. La Chine met activement en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Il y a quelques semaines, le marché de carbone de Chine, le plus grand au monde, a été officiellement lancé. Pour la Chine, protéger la nature et réaliser le développement durable dans sa modernisation exige des efforts considérables. Il s'agit de répondre à l'exigence de son propre développement et à celle de la protection de la nature, responsabilité commune de l'humanité. À nous de travailler main dans la main pour bâtir un monde propre et beau. À présent, je vous propose de suivre quelques reportages sur les conclusions de ce congrès mondial de la nature. On y va en images. Après un été marqué par de violents événements climatiques, le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature s'est ouvert ce vendredi à Marseille en présence d'Emmanuel Macron. ONG, entreprises ou encore collectivités locales devront débattre autour de l'environnement. Et donc le combat pour la biodiversité, il est aussi un élément qui permet de répondre aux conséquences du dérèglement climatique et d'avancer là aussi plus rapidement. Ces combats sont des combats indispensables pour non seulement la bonne santé de la planète, mais pour la survie des peuples autochtones. Et donc se battre pour la biodiversité contre le dérèglement climatique, c'est se battre pour ces peuples qui, pendant des siècles, parfois des millénaires, ont préservé ces espaces que la mondialisation a bousculés. Invité de marque, Harrison Ford est investi dans une ONG depuis 1991. La Terre possède des écosystèmes irremplaçables, riches en carbone et en biodiversité. En protégeant ne serait-ce qu'une petite fraction de ces zones humides, forêts tropicales et mangroves, nous pourrions protéger notre faune, notre air, notre eau, notre nourriture, nos emplois et notre climat. Ce samedi sera marqué par la publication d'une liste rouge des espèces menacées. Le congrès dure encore une semaine et représente des enjeux stratégiques pour les associations qui peuvent s'en servir d'une tribune pour envoyer des messages politiques. L'urgence de protéger la biodiversité au cœur des thèmes abordés au congrès mondial sur la conservation. Lancé vendredi à Marseille, dans le sud de la France, le congrès a réuni des personnalités politiques et publiques, parmi lesquelles l'ex-président du Niger, Mahamadou Issoufou. Notre dette écologique vis-à-vis des générations futures est en train de s'aggraver. C'est notre modèle de production et de consommation qui en est principalement la cause. Et si rien n'est fait, c'est bientôt l'équivalent de 2 planètes qu'il nous faut pour
couvrir nos besoins. Le message de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, organisatrice de l'événement, est clair. L'humanité doit s'attaquer ensemble aux graves risques de perte de biodiversité et de changement climatique. Il y a une forte appréciation dans nos populations que la crise climatique est une menace directe pour la survie de l'humanité. Malheureusement, on n'a pas encore atteint le même sens d'urgence sur le sujet de l'écocide. Et il appartient à nous d'augmenter ce sens d'urgence. Retardée par la pandémie de Covid-19, la réunion de 2020 durera cette année 9 jours. Alors qu'un recensement des animaux vient d'être effectué au Kenya, cette conférence comprendra parmi ces questions la mise à jour de la liste rouge des espèces menacées afin d'évaluer dans quelle mesure les espèces animales et végétales sont sur le point de disparaître à jamais. Nous allons terminer cette première partie de l'émission spéciale Congrès mondial de la nature par l'ambiance qui avait prévalu au stand de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC en sigle, dans l'espace de l'exhibition du Congrès mondial de la nature. La COMIFAC est une dimension régionale pour la conservation, la gestion durable et concentrée des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Le stand de la COMIFAC a été animé par plusieurs journalistes de la sous-région, parmi lesquels Raoul Semeni, président du RESEAC. Je vous propose donc de suivre les temps forts de cette animation. Alors, je savais qu'il y avait des grandes forêts, oui, en Afrique centrale, des grandes forêts tropicales, donc qui dit tropicales avec beaucoup de biodiversité, mais je ne connaissais pas l'existence de ce partenariat dont le but était sa protection. Visuellement, c'est quand même vachement beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Et la présentation, comme l'a dit mon ami, était très vivante. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle de beaucoup d'aspects, que ce soit juridique, que ce soit un peu l'histoire de cette réunion, qu'on implique des gouvernements, qu'on implique des actions locales, des ONG exactement, et puis qu'on parle de biodiversité, que tout ça dans une même présentation finalement assez courte. Vraiment, j'ai trouvé ça quand même vraiment bien. J'ai des parents qui ont travaillé au Niger ou au Tchad, dans des parcs du W, enfin, voilà. Donc c'est quand même relativement proche, mais je ne connaissais pas directement, par exemple, je ne connaissais pas la Commission des forêts d'Afrique centrale et ce que vous avez présenté sur les forêt du Congo. Personnellement, moi, j'apprécie beaucoup parce que je pense que l'Afrique n'est pas assez représentée, que ce soit en Europe ou dans le monde, et que le continent africain, c'est un des continents les plus beaux du monde. Et malheureusement, les gens ont tendance à toujours voir l'Afrique en négatif, alors que l'Afrique est positive. Il y a tout ce vivier de jeunes africains qui ne demandent qu'à se développer et à développer aussi la nature. Et le fait qu'il y a tout le continent africain qui est venu sur Marseille, qui est une ville culturelle, qui est une ville ouverte, cosmopolite, parce qu'au sein même de Marseille, il y a beaucoup de Congolais, il y a des Aïrois, il y a des Camerounais, Sénégal. Et je pense que par rapport au Congrès, ce que représente le Congrès, je pense que c'est très positif pour l'Afrique. Et je pense qu'avec ce type de forum-là, l'Afrique peut devenir encore plus fort et elle sera toujours plus forte que tout le temps. Fin de la première partie de notre émission spéciale Congrès mondial de la nature tenu ici même à Marseille du 3
au 11 septembre de cette année. Merci de nous avoir suivis. Vous suivrez la deuxième partie de cette émission spéciale le mercredi prochain. Avant de terminer, je remercie beaucoup Raoul Semeni qui vraiment nous a beaucoup aidés. Je remercie Kevin Akoli. Je remercie aussi le DG de la télévision nationale congolaise. Je remercie la directrice des informations de la télévision nationale congolaise. Merci à tous les héros dans l'ombre. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise.